Donc voilà, merci à tous, merci à Greenotech, merci à vous d'être présents, et je laisse la parole à Thierry. Ouais, merci. Bonjour à ceux que voilà, j'ai pas salué. Merci de m'accueillir. Donc moi, je travaille à l'APAD. Donc l'APAD, c'est l'association pour la promotion d'une agriculture durable. L'APAD travaille sur l'agriculture de conservation des sols, donc le semi-direct sous couvert végétal. Alors c'est vrai qu'on m'a demandé de venir en tant que responsable technique de l'APAD, parce que quel que soit votre système, les limaces peuvent être présentes. D'accord ? La seule différence, c'est que quand vous ne travaillez plus les sols, que vous faites des couverts végétaux, etc., eh ben, vous êtes confronté à un nombre de limaces assez impressionnant. Je vous montrerai quelques chiffres. Mais aujourd'hui, depuis 2 ans, même ceux qui sont en travail conventionnel sont confrontés aussi à cette problématique-là. La seule différence, c'est que le nombre n'est pas du tout le même. D'accord ? On peut être confronté en ACS à des nombres de limaces de 100 à 200, 300 limaces au mètre carré. On fait des comptages, c'est assez exceptionnel. Vous avez une table comme ça, vous soulevez, vous avez voilà, 200 limaces en dessous et vous avez du colza à semer. Qu'est-ce que vous faites ? Voilà, ça c'est des vraies réflexions à avoir par rapport à ce ravageur. Moi, ça fait 20 ans que je travaille sur le semi-direct sous couvert. Voilà, donc une certaine expérience. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont dans ce système, je ne sais pas. Un petit peu, ouais. Quelques-uns. Donc, ce n'est pas l'objectif de la journée, même si voilà, le fait d'aller voir des couverts végétaux, etc., ça, on va sûrement en parler. Et moi, j'ai ma déformation professionnelle qui fait que voilà, il y a des moments où je vais vous parler de semi-direct sous couvert. Après, vous prenez ou vous prenez pas, hein, vous vous adaptez. S'il y a des questions dessus, avec plaisir, je lui répondrai. Mais comme moi, pour moi, c'est le meilleur système agricole du monde. Voilà, je vais le mettre en promotion, bien évidemment. Mais voilà, chacun après avance à son rythme ou n'y va pas parce que c'est pas son choix, ou fait du bio parce que il préfère ça. Enfin, voilà, il n'y a pas, surtout jamais d'opposition. Et j'aime bien ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire que cet aspect convivial, des fois on a l'impression de perdre son temps quand on a de la convivialité. Pour moi, c'est voilà, on est dans un monde tellement individualiste que avoir ces moments de convivialité, c'est indispensable parce qu'autrement, voilà, on oublie un petit peu tout l'intérêt d'être en lien les uns avec les autres. Du coup, donc moi, il y a les deux sujets. Il y a les limaces. On va commencer par les limaces. On verra les rongeurs tout à l'heure. L'objectif aussi, c'est on fera une petite pause au milieu pour que vous puissiez vous aérer. Ce que je vous propose, c'est que je fasse un petit peu un monologue au début pour que j'aille au bout du diaporama, parce que ça se tient un petit peu. J'ai essayé de construire quelque chose, hein, donc voilà, il y a du lien dans tout ce que je vais vous raconter. Donc, sauf s'il y a des questions de compréhension, des choses comme ça, vous posez la question, il n'y a pas de souci. Mais je trouve que c'est important que vous ayez une vision globale de ce que je vais vous présenter. Puis après, on prend un temps d'échange tous ensemble, hein, on prend le temps qu'il faut. Après, on fera la pause et on fera la même chose pour les rongeurs. Je vous ferai une présentation un peu plus rapide que pour les limaces. Puis pareil, on fera le temps d'échange après. Et moi, de toute façon, je suis là toute la journée avec vous. Donc voilà, on aura aussi le temps du repas, le temps de cet après-midi pour échanger sur tous ces aspects-là. D'accord ? Enfin, j'espère que ça vous va. Hein, mais... Alors, on va commencer par... voilà, j'aime bien dans mes présentations vous montrer que vous compreniez un petit peu la démarche pour gérer les limaces. Je ne vais pas vous apporter des solutions toutes faites. Je ne vais pas vous dire, tu as 15 limaces, tu mets 2 kilos d'antilimaces, de telle marque. D'accord ? Ce n'est pas l'objectif de la matinée. C'est vraiment que vous compreniez comment ça fonctionne pour qu'après, vous ayez les outils pour gérer au mieux les limaces. Donc, pour ça, il faut comprendre un petit peu ce que c'est que cette bestiole, qui est très résiliente. Jusqu'à il y a 2 ans, la limace n'était pas un problème. Enfin, je ne sais pas ici, mais globalement, on gérait. On arrivait à s'en sortir à peu près. Depuis 2 ans, on a du temps humide tout le temps. On n'a quasiment pas un mois sans pluie. On a des températures qui sont de plus en plus douces, beaucoup moins de gel qu'avant, ce qui fait que les limaces, c'est le paradis pour elles. D'accord ? Et du coup, depuis 2 ans, c'est vraiment une problématique qu'on rencontre assez régulièrement. Alors,
La première chose qui est importante, parce que ça va gérer beaucoup de choses derrière, c'est que les limaces ne voient pas grand-chose. Par contre, elles sentent très très bien. C'est-à-dire, elles peuvent se déplacer d'1 mètre. Si à 1 mètre, elles peuvent sentir un végétal ou quelque chose qui va les attirer, dont elles vont se nourrir. Donc elles se déplacent très facilement, elles peuvent aller assez loin pour ça. Elles sont pleines d'eau, 75%. Il faut toujours qu'elles soient entourées d'eau. C'est pour ça que vous ne voyez jamais une limace en pleine journée quand il fait du soleil, parce qu'autrement, elles se dessécheraient trop vite. Donc les limaces, on les trouve quand il pleut, quand il y a du brouillard, et puis la nuit. Et puis en plus, ça évite qu'il y ait les oiseaux, parce que la nuit, les oiseaux ne sont pas là. Donc, pour les rongeurs, il peut y avoir les oiseaux nocturnes, mais pour les limaces, ce n'est pas un problème. Et du coup, la limace ne se déplace toujours qu'avec une espèce de bave derrière, qu'on voit très bien. C'est aussi une façon de savoir que la limace a mangé ce végétal-là. Ça permet de fois de distinguer quelle est la bestiole qui a mangé la feuille. C'est parce que voilà, ça laisse toujours du mucus, et dans ce mucus, il y a de l'eau, donc c'est pour ça qu'il faut toujours que la limace soit entourée d'eau. Alors vous voyez, c'est 80 à 90% d'eau, et comme souvent dans toutes les bestioles qui sont dans le sol, c'est qu'elles sont très résilientes, donc quand les conditions sont difficiles, voilà, on se protège de ces moments difficiles. Donc il est possible que la limace perde jusqu'à 35% de son eau sans qu'elle meure. D'accord ? Elle va juste se mettre un petit peu en repos biologique en attendant que les conditions soient meilleures. Mais voilà, ce n'est pas parce que le sol est sec qu'elle va mourir. Alors, si ça dure trop longtemps, oui, mais si ça dure 1 mois, 2 mois, ce n'est pas un problème pour elle. Elle va attendre tranquillement un peu en profondeur. Et puis le jour où il pleut, paf, elle ressorte. Et c'est très rapide. Et puis, bon, si un jour vous vous amusez à couper une limace parce qu'elle vous énerve, vous verrez qu'elle n'a pas du sang rouge comme nous, c'est du sang bleu tout simplement parce que voilà, la protéine, il y a une protéine avec du cuivre dedans, et du coup, voilà, mais elle a aussi du sang comme nous pour véhiculer l'oxygène et différentes métabolites. Alors, vous êtes confrontés en général, il y a 2 limaces qui sont vraiment problématiques en agriculture, la limace grise et la limace noire. On verra les autres, il faut les laisser les autres. Même si elles sont plus visibles, vous voyez une grosse loche orange, des fois ça donne envie en se disant je vais la tuer, gardez vos belles limaces oranges, elles aiment les autres. Elles mangent les grises et les noires. D'accord ? Donc il vaut mieux les laisser, même si ça donne envie des fois de la trucider. Donc la limace grise et la noire, donc la grise est un petit peu plus longue, vous voyez qu'elle se déplace quand même suffisamment pour faire du dégât, d'accord ? Donc 4 à 5 mètres pour la grise et 2 à 3 mètres pour la noire. Et si pour ceux qui sont en non-travail du sol, avec des couverts végétaux, etc., on est en plus confronté à d'autres limaces beaucoup plus grosses. Je vous montrerai quelques images après. Alors, si on veut connaître un petit peu mieux, donc la limace grise, je vous ai dit, peu sensible au stress hydrique. Dès qu'il fait chaud et sec, elle descend dans le sol. D'accord ? Et puis parce qu'à une certaine profondeur, il y a toujours de l'humidité, elle n'est pas impactée. Donc, et ça sera un des moyens de lutte, c'est on peut essayer de l'empêcher de descendre tranquillement dans le sol. Autrement, voilà, elle y va dès que c'est compliqué. Et puis, pareil, quand il gèle, elle va faire la même chose, elle va descendre un petit peu plus en profondeur. Et de toute façon, si elle arrive à 20 cm ou 30 cm de profondeur, il gèle quasiment pas à cette profondeur-là, donc elle est tranquille. Et elle attend que les conditions soient meilleures. Alors, son alimentation est très variée, mais sachez que globalement, toutes les limaces, comme les escargots, leur fonction principale, ce sont des détritivores. Ils mangent les végétaux qui sont en train de mourir. Et ils mangent les végétaux qui ne sont pas en bonne forme biologique. S'ils ont le choix dans leur nourriture, ils vont plutôt aller là. S'ils n'ont rien d'autre à manger, ils vont manger la petite plantule qui sort. Mais s'ils ont une diversité d'alimentation, si vous avez des couverts végétaux qui sont en train de mourir petit à petit, les limaces vont aller manger ces couverts-là, plutôt que la culture que vous semez. D'accord ? Parce que tout simplement, c'est leur rôle principal, et les champignons qui sont en train de détruire les plantes en train de mourir, ces champignons font des acides aminés que les limaces ne savent pas synthétiser. Elles sont obligées de manger des champignons.
D'accord? Autrement, elles n'arrivent pas à faire les protéines nécessaires à leur bon fonctionnement. Donc ça fait aussi partie des moyens de lutte, c'est-à-dire on va s'arranger pour qu'elles aient suffisamment de plantes en train de mourir pour les alimenter. Et du coup, ce qui fait aussi que si vous avez des cultures en mauvais état biologique, par exemple il y a trop d'humide, vous êtes dans des limons hydromorphes, etc., des cultures qui ont du mal, qui sortent toutes jaunes, etc., et bien systématiquement, les limaces vont attaquer ces cultures-là en priorité, parce qu'elles ne sont pas en bon état biologique. D'accord ? Par contre, vous avez des cultures qui sortent bien, qui sont bien vertes, il faut bien la photosynthèse, les limaces ne s'y intéressent pas. D'accord ? C'est souvent des caractéristiques dans le monde biologique. Quand vous avez des plantes qui ne sont pas en bon état, souvent c'est celles-là qui se font attaquer en premier. D'accord ? On enlève les faibles. D'accord ? Parce que ça fait pas, voilà, ça fait partie de la vie et de l'organisation un petit peu. La limace noire, elle est très sensible au stress hydrique et à cause de ça, elle vit principalement, quasiment tout le temps, dans le sol. Elle sort le moins possible. C'est pour ça d'ailleurs un peu qu'elle est noire. Et puis, et ça veut dire donc qu'elle se nourrit principalement de racines en décomposition. Donc toute l'importance, toujours pareil, d'avoir des racines à disposition. Et ce qui est le plus embêtant, c'est qu'elle adore les graines en germination. Donc là aussi, des vigilances, parce que si jamais vous avez une ligne de semis, par exemple, qui n'est pas bien refermée, pour la limace noire, c'est le paradis, elle n'a même pas besoin de chercher, elle suit la ligne de semis, et puis elle va trouver tous les X centimètres la petite graine qui est en train de germer. Donc voilà, toute l'importance d'avoir des lignes de semis bien refermées. Et là, elle, du coup, le fait qu'elle vive quasiment uniquement en souterrain, la gestion est beaucoup plus compliquée parce que si vous mettez un petit granulé bleu, ben les granulés bleus, vous les mettez en surface et elle s'en fiche complètement. Elle ne va pas sortir pour aller le manger si elle a tout ce qu'il lui faut en dessous. D'accord ? Donc, ça veut dire que sa gestion va être différente. Et ça, c'est un peu une saleté, là, la limace noire. Alors, en France, elle est vraiment en augmentation. Le nombre est vraiment en croissance. Bon, ça c'est un petit peu les différents types de leur fonctionnement. On en reparlera après sur les choses importantes. Voilà, tu as apporté le livre, si vraiment il y a des gens qui veulent savoir tout sur la biologie de la limace, etc. Un livre en anglais, faut aimer l'anglais, mais avec plein d'images, etc. Donc si vous voulez vraiment aller dans le détail, voilà, vous avez des bibles comme ça. Moi, je vous présente principalement ce qui va servir après à leur gestion, plutôt que voilà, vous donner le détail de comment elle mange, comment elle fait ses acides aminés, ses hormones et tout ça. C'est pas forcément le but de la matinée. Alors après, vous avez d'autres types de limaces. Voilà, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce genre de limaces. Donc ce qu'on appelle des limaces léopards, tigrées, donc qui sont beaucoup plus grandes. Elles se nourrissent comme la majorité des limaces, de végétaux en décomposition, de champignons. Et il vaut mieux les laisser. C'est vraiment, pour vous, ce sont des auxiliaires de culture. Ce sont des limaces, mais auxiliaires de culture, parce qu'ils mangent d'autres limaces et les œufs des limaces. D'accord ? Donc, il vaut mieux essayer, ça fait partie de la biodiversité. Eux mangent très très peu, les limaces léopards et les limaces rouges mangent très très peu de cultures, de plantes en croissance. Ce n'est pas leur repas principal. Donc, il vaut mieux les laisser. Elles ont vraiment un rôle dans le reste de la chaîne trophique. Voilà. Et toujours pareil, les limaces rouges, là, on les voit bien quand elles sont bien détendues et puis que les conditions sont bonnes. Et dès que les conditions sont stressantes ou vous les touchez un petit peu, tout de suite elles se mettent en boule. Voilà, elles sont en attente, un peu comme peuvent faire les vers de terre, qui se mettent en diapause le temps que les conditions soient meilleures. Voilà, alors après d'autres types, il y a un petit peu, dans le bouquin, là, vous verrez, il y a des dizaines et des dizaines de limaces différentes. Les autres, voilà, c'est plus ou moins commun. Et en fait, elles sont vraiment plus présentes dans les milieux qui ne sont pas bougés par l'homme. Donc, dans des systèmes très intensifs, c'est des limaces que vous ne voyez pas. Vous les voyez plus en forêt, dans les haies, dans les endroits qui ne sont pas travaillés. Et puis après, alors je ne sais pas si vous en avez trop ici, mais nous, ce qu'on commence aussi à avoir de plus en plus, c'est les petits escargots. Donc en particulier, alors caragouille ou cagouille,
ces espèces d'escargots là qui se mettent sur les branches. Alors, l'avantage de l'escargot, c'est que quand les conditions sont stressantes, il se met dans sa coquille. Il ne sait pas descendre dans le sol parce que la coquille l'empêche de passer par les anfractuosités. Donc, il se met dans sa coquille et il attend que les conditions soient meilleures. Hein, ils peuvent rester ici. Souvent, ça, on le voit au bord de la mer. Hein. On voit des fois, si certains vont le long de la côte atlantique, on peut voir ça dans les dunes, etc. C'est des escargots qui peuvent rester 10 mois comme ça, en attente que les conditions soient meilleures. Vraiment, ils sont en capacité de durer très très longtemps dans leur coquille. Et puis, on voit un petit peu c'est des escargots un petit peu pointus comme ça. Ils font beaucoup moins de dégâts que les limaces. Voilà. Des fois, ça vous envoyait dans les blés, quand les blés sont à épiaison, on les voit qui montent sur les feuilles, etc. Mais en général, à ce stade-là, de toute façon, il n'y a aucune incidence sur les rendements. Donc voilà, ça fait partie de la biodiversité, mais ils ont le même régime alimentaire que les limaces. Alors, les limaces se reproduisent, hein, comme toutes les bestioles. La chose, c'est qu'ils sont hermaphrodites, mâles et femelles en même temps. Donc, il faut que 2 limaces se rencontrent pour échanger les spermatozoïdes. D'accord ? Quand vraiment les conditions sont difficiles, elle peut s'auto-féconder. D'accord ? Donc, ça veut dire que même si vous n'avez qu'une limace, elle va pouvoir, à un moment donné, se reproduire elle-même. Alors, elle le fait beaucoup moins parce que ça veut dire qu'elle n'a pas la diversité génétique. Mais autrement, voilà, c'est aussi, elle est en capacité. Et vous voyez la capacité de reproduction. À chaque accouplement, il peut y avoir pour la limace grise de 300 à 400 œufs, et puis pour la noire, entre 100 et 300. Donc ils déposent des petits paquets à différents endroits, ils ne mettent pas tous leurs œufs dans le même panier. Mais vous voyez donc, heureusement qu'il y a de la prédation naturelle. Autrement, ça serait une invasion complète, quoi, à une vitesse assez impressionnante. Et sachant que les œufs se développent, la vitesse de développement des œufs est fonction des températures et de l'humidité. Plus on est autour de 15 degrés, enfin 15-20 degrés avec une humidité suffisante, et plus ça va aller vite. Au contraire, quand il fait froid, les œufs vont pouvoir attendre, ou quand il fait très sec en été, les œufs peuvent être pondus, par exemple sous la paille ou dans la terre, puis ça peut attendre tout l'été, du mois de juin jusqu'au mois de septembre-octobre, parce que les conditions ne sont pas bonnes. L'œuf se développe tranquillement et puis attend que les conditions soient bonnes. D'accord ? Et ils sont très résistants au froid, hein, c'est-à-dire qu'il peut faire, il peut faire moins 10, ça ne les impacte pas. Par contre, ils sont très sensibles aux UV. Ça veut dire que si on peut mettre les œufs à la lumière, il va y avoir une très forte destruction. Donc pareil, c'est un des moyens de lutte, hein, c'est-à-dire de mettre les œufs quand ils sont pondus juste sous la paille, par exemple. Hein, vous avez fait la moisson, les pailles sont au sol, vous les laissez sur le sol, parce qu'on vous a dit qu'il fallait augmenter le bilan humique, qu'il soit positif, donc on laisse la paille sur le sol. C'est le paradis des limaces, hein, parce que sous le sol, la paille fait moins d'évaporation, et puis moins de prédation, donc pour elle c'est le paradis. Hein, donc elle ne s'embête pas à mettre les œufs en profondeur, ils sont juste sous la paille. Vous enlevez la paille, ils sont juste là. Donc, par contre, dès que vous enlevez la paille, le soleil arrive, ça tue les œufs. Donc voilà un petit peu ces petits amas. Alors c'est blanc comme ça, des fois c'est un peu plus translucide au moment de l'évolution. Alors ça, vous pouvez... franchement, ça se voit très facilement, quoi. C'est pas profond, hein. Vous les voyez souvent dans les premiers centimètres du sol, voire en surface. Et c'est pas à confondre avec les œufs de vers de terre, qui eux sont plus marrons, avec les 2 petites boules, là, c'est caractéristique, avec les deux petites émergences là, de petites boules, et du coup on voit le petit ver de terre à l'intérieur. Donc voilà, pour les gens qui élèvent les vers de terre, enfin qui en ont un petit peu plus, des fois on me dit c'est des vers de terre ou c'est des œufs de vers de terre ou de limaces. Voilà, on peut vraiment distinguer les autres, et souvent les œufs de vers de terre sont un peu plus dispatchés, ils ne sont pas comme ça en petits paquets. Alors, le problème qu'on rencontre aujourd'hui, c'est que comme on a parlé des changements climatiques, comme il fait de plus en plus doux, et puis qu'on sort de 2 années où il pleut quasiment tout le temps, et la limace, elle se reproduit tout le temps. Et là, on a une difficulté, c'est-à-dire que la limace grise, jusqu'à il y a quelques années,
ne se reproduisaient que 2 fois par an, une fois en automne, une fois au printemps. Donc c'était, entre guillemets, c'était assez simple. Les œufs émergeaient au moment où vous semiez le blé ou le maïs. D'accord ? Donc on savait à peu près comment gérer ça. Depuis 2 ans, en gros, on commence à avoir 3 générations de limaces, voire 4 par an. Aujourd'hui, moi la semaine dernière, j'étais en Charente, donc voilà, en dessous de Saintes, entre Saintes et Bordeaux. On a vu des œufs de limaces au mois de novembre, ce qui est assez étonnant. D'accord ? On a vu des œufs de limaces, on a vu des limaces juvéniles, des petites limaces, et on a vu des limaces adultes. On avait 3 générations de limaces dans la même parcelle. À cette époque-ci, c'est exceptionnel. Bon, on n'avait jamais, c'était quelque chose qu'on ne voyait pas avant. Et du coup, comme on a des conditions comme ça météo qui est vraiment satisfaisante pour elles, en fait, on a 3 à 4 générations par an. Et quand vous voyez le nombre d'œufs qu'elles font à chaque fois, voilà, c'est une explosion, quoi. Et c'est ce qui explique peut-être que c'est une bestiole à laquelle vous êtes davantage confronté qu'il y a peut-être 2 ans. Et pour l'instant, la limace noire, on n'a pas observé d'autre cycle qu'une ponte à l'automne pour une éclosion au printemps suivant. D'accord ? On n'a pas vu pour l'instant des œufs de limace noire à d'autres périodes que là. Donc bon, malheureusement, on se dit il n'y a pas de raison que ça n'évolue pas aussi. Mais voilà, comme je vous ai dit qu'elle était plus problématique, heureusement pour l'instant, elle n'est qu'à une génération par an. Alors, voilà, donc par rapport à la reproduction, l'alimentation, je vous en ai déjà un petit peu parlé, hein, elle sent très très bien, si jamais elle a tout ce qu'il lui faut à manger, elle tourne autour pour manger ce dont elle a besoin. Si elle ne trouve pas, elle va un petit peu plus loin, hein. Et ce qui est important de se rappeler, c'est qu'une limace qui a l'habitude de manger quelque chose, elle ne change pas de régime alimentaire comme ça juste pour le plaisir. Elle n'est pas comme nous, un peu gourmand, où on aime bien tester un peu tous les plats qu'il y a. La limace, si elle est habituée à manger du colza, elle va continuer à manger du colza, même si vous semez du blé à côté, elle va manger le colza. D'accord ? Tant qu'il y en a. Et c'est le jour où il n'y a plus de colza que là, elle va s'attaquer au blé. Si vous semez je ne sais pas si ça se fait beaucoup ici, mais du tournesol ou de la betterave ou comme ça, et qu'elle a l'habitude de manger une céréale que vous aviez implantée en couvert végétal, elle va continuer à manger ce végétal auquel elle était habituée. D'accord ? Donc, si vous avez comme ça des plantes qui sont déjà en place, eh ben, elle va continuer son régime alimentaire et laisser la culture que vous avez semée tranquille. Et puis après, alors c'est là où des fois on est un petit peu dans l'expectative par rapport à cette bestiole, c'est que tout ne se passe pas forcément comme on a prévu. D'accord ? Il y a des variétés, par exemple, hein, quand on fait des essais variétés, on voit qu'il y a des variétés qui se font systématiquement plus impactées que celles d'à côté, alors qu'elles sont semées en bande, hein, et puis on ne comprend pas pourquoi. Alors c'est des signaux olfactifs, c'est sûr. Est-ce que c'est parce qu'il y a plus de sucre dans la plante, ou etc. On ne sait pas, mais on sait qu'il y a des variétés qui se font beaucoup plus manger que d'autres, mais on ne sait pas pourquoi. Parce que ça pourrait être un moyen, hein, au niveau génétique, de développer des variétés qui ne soient pas appétantes. Mais aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi. Et puis, dernière chose, parce que nous, on l'a fait beaucoup pendant quelques années, on s'est dit, on ne va rien leur donner à manger aux limaces et puis elles vont mourir. Bon, c'est complètement utopique. Une limace qui n'a plus rien à manger, elle s'enfonce dans le sol, et le jour où vous mettez une graine dans le sol pour votre culture, ça fait potentiellement 3 mois qu'elle n'a rien à manger, alors là, je peux vous dire qu'elle fait des dégâts énormes. Il ne faut pas beaucoup pour faire beaucoup de dégâts, parce que ça fait longtemps qu'elle n'a pas mangé. C'est comme si vous ne mangez pas pendant, alors c'est pas plusieurs mois, mais pendant quelques jours, on vous donne à manger, vous allez vous jeter dessus, quoi. Alors c'est pas bon forcément, parce qu'il faut le temps que ça se remette en route, mais la limace, elle, ça va très très vite. Et pareil par rapport au sec, l'été dernier, pas 2024, mais 2023, je ne sais pas ici, mais chez nous, en Vendée, on a eu à peu près 2 mois sans pluie. On l'attendait, mais 2 mois sans pluie. Quand la pluie est revenue fin août, il a plu très très peu, 2-3 mm. Et ben, dans les comptages, au bout des 2-3 mm, les limaces s'étaient ressorties. Ça faisait 2 mois qu'elles étaient enfouies. Il a suffi de 3 mm pour qu'elles ressortent et qu'elles se remettent à manger.
C'est très rapide, quoi. D'accord? Alors, je ne sais pas comment elles l'ont ressenti, hein, parce que le fond du sol était encore sec, mais tout de suite, elles sont apparues. Donc, affamer une limace ou espérer qu'elle soit déshydratée, ou etc., c'est une utopie, on n'y arrive pas. Et c'est d'autant plus difficile que derrière, elles auront encore plus faim. Ce que ça limite juste, c'est la reproduction. C'est déjà pas mal, mais celles présentes seront toujours là. Donc ça, c'est... Je ne m'appesantis pas dessus, hein, ce n'est pas le sujet, mais voilà, les limaces font partie des décomposeurs primaires. Donc vraiment, leur rôle, il est important. Il est indispensable que dans les sols, vous ayez des limaces pour décomposer les pailles, pour décomposer les feuilles, pour décomposer les couverts végétaux que vous mettez, etc. Autrement, voilà, c'est des végétaux qui vont s'accumuler et ne pas être décomposés. On a des fois cette problématique-là avec des pailles qui sont traitées avec des fongicides, type SDHI, etc., qui ont une rémanence relativement longue. Ces pailles, même une fois moissonnées, ne sont pas attaquées par les champignons, parce qu'il y a toujours le fongicide qui est présent. Les limaces n'attaquent pas ces pailles. Et du coup, on peut avoir des pailles qui restent sur le sol pendant 3, 4, 5 mois, parce que en fait, les champignons ne peuvent pas les attaquer, donc les limaces ne les attaquent pas non plus. Alors, ce n'est pas grave si on veut faire juste un paillage, c'est embêtant si on a comme ça des accumulations de paille qui ne se décomposent pas. Ce n'est pas normal, quoi. D'accord ? Donc les pailles, les limaces, c'est bien d'en laisser un petit peu. Il ne faut pas qu'il y en ait trop, mais voilà. Ça fait partie de la chaîne trophique. Donc, je vous ai dit, hein, donc elles sont très détritivores et mycophages. Mycophages, ça veut dire qu'elles mangent les champignons. Et puis, voilà, elles ne mangent pas normalement les plantes vertes, sauf si elles sont en difficulté. Et puis, alors, juste pour la petite histoire, hein, elles peuvent manger des champignons. En fait, les champignons, ce sont des organismes qui peuvent décontaminer un sol qui est contaminé par les métaux lourds, etc. Le champignon peut les prélever, d'accord ? Et puis les limaces ne sont pas intoxiquées parce que quand elles mangent des molécules toxiques, elles arrivent à les mettre dans des petits paquets qu'elles vont éjecter en défécation. Hein, mais du coup, elles ont cette capacité, elles ne sont pas intoxiquées même si elles mangent des champignons toxiques, contrairement à nous. D'accord ? Ça ne la dérange absolument pas. Il suffit qu'elles mettent ça dans des petites capsules et puis elles éjectent ça après. Alors, par rapport à la quantité d'alimentation qu'elle mange, voilà, vous voyez les chiffres qui sont assez impressionnants. Hein. Elle peut manger la moitié de son poids en une nuit. Alors, même si ce n'est pas gros, une limace, ça veut dire 30 à 50 mg. 30 à 50 kg, c'est 2 plantules de blé ou c'est 5 à 6 plantules de colza en une nuit. Et toutes les nuits. Et si vous avez 20 limaces, faites le calcul, ça va très très vite. D'accord ? Sachez que le seuil de nuisibilité du colza entre le semis et l'émergence, c'est une limace par mètre carré. Parce qu'elle fait tellement de dégâts. Regarde, une limace va manger potentiellement 5 à 6 pieds de colza par nuit. Donc, vous avez semé votre colza, vous venez une semaine après en disant « tiens, il est en train de sortir ». Vous revenez une semaine après, vous dites « tiens, il y en a de moins en moins, comment ça se fait ?» Puis les limaces sont en train de faire le boulot. Et puis entre le moment où vous vous apercevez de ça et puis le moment où vous traitez, c'est déjà trop tard parce qu'elles ont fait les dégâts. Et comme s'il y a assez à manger, elle ne va pas se déplacer beaucoup, ça veut dire qu'elle va faire vraiment des ronds où il n'y aura plus rien, quoi. D'où toute l'importance de l'anticipation. Parce qu'une fois que vous commencez à avoir les dégâts, c'est trop tard. Hein, il faut vraiment être en anticipation. Et puis, vous voyez, hein, dès qu'il fait 1 degré, voilà, ça montre bien que Alors, quand il fait froid, elle mange moins. Hein. Mais voilà, quand ce matin, il faisait 6-7 degrés quand je suis arrivé. Hier, avant-hier, il faisait 17-18 degrés. Enfin voilà, on a des limaces, même au mois de novembre, qui continuent à sortir, quoi. Voilà, et avec des plantes hein, qui ont plus ou moins une capacité de régénération. Vous avez ici la sensibilité des graines. Je vous ai dit, hein, les limaces noires, par exemple, aiment bien les graines. Donc, vous voyez, par exemple, graines de tournesol, elles adorent ça. Il y a un petit peu d'huile dedans, elles sont très énergétiques, donc elles adorent les graines de tournesol en germination. C'est beaucoup moins vrai sur les autres, un petit peu le colza, hein, colza betterave. Et puis après, plantule,
vous voyez que c'est surtout tout ce qui est blé, maïs qui sont un petit peu plus sensibles. Et puis, enfin, non, c'est l'inverse, pardon. Élevé, ouais, c'est ça. Sensibilité plantule, c'est ce que je vous ai dit. Colza, tournesol et betterave. En fait, ça dépend où est-ce que est le bourgeon terminal. Si le bourgeon terminal est au sommet, dès qu'il est mangé, c'est fini. Alors que quand il est sous le sol, type blé et maïs, eh ben, même si la limace mange le dessus, en fait, le bourgeon est en dessous et peut émerger quand même. Il y a une capacité de compensation. Et par contre, capacité de compensation en végétation, vous voyez que le tournesol, une fois qu'il a mangé le petit gis, c'est trop tard, quoi. Alors, je vous ai dit, on ne peut pas affamer une limace, ça veut dire qu'il faut lui donner à manger. Et pour moi, une des façons de faire, c'est d'avoir dans les plantes de couverts végétaux des plantes qu'elle va bien aimer. Alors, mais il ne faut pas non plus lui donner que ce qu'elle aime bien. Parce que si vous la nourrissez énormément, eh ben, elle va avoir alimentation à profusion, eh ben, elle va se multiplier encore plus. Donc il faut lui donner à manger, mais pas trop. Alors c'est pas simple, hein, les leviers ne sont pas évidents, mais du coup, ça veut dire que quand on fait des mélanges de couverts végétaux, dans la réflexion, alors il y en a d'autres, on verra cet après-midi, on pourra en reparler, mais suivant les objectifs de vos couverts végétaux, un des objectifs peut être aussi la gestion des limaces. Et donc, ça veut dire qu'au niveau plantes de couverts peu appétantes, avoine, facélie, févrole, sarrasin, lin, voilà, ce sont des plantes, si vous les mettez dans le couvert, même s'il y a des limaces, elles ne vont pas s'en occuper, elles n'aiment pas ça. Ou c'est vraiment exceptionnel, elles vont manger un tout petit peu. Moyen, lupin, vège, gesse, radis, moutarde. Voilà, donc ça, pareil, elles vont en manger un petit peu, mais c'est rare qu'elles fassent beaucoup de dégâts dedans. Et par contre, ce qu'elles adorent, seigle, tournesol, colza, trèfle, Niger. Alors ça, si vous en avez dans le couvert et que vous avez des limaces, vous ne verrez même pas l'émergence, quoi. Tout de suite, c'est mangé. D'accord ? Donc, ça veut dire que dans votre couvert, n'hésitez pas à mettre un mélange un petit peu de tout ça. S'il y en a parmi vous qui font des métailles pour l'alimentation des bovins ou ovins, etc., ça veut dire que si vous mettez un mélange céréales protéagineux, mettez pas dans vos céréales, parce que c'est un petit peu l'habitude, parce que c'est assez précoce, que du seigle. Parce que potentiellement, si vous avez des limaces, elles vont rectifier complètement le seigle. Il vaut mieux faire un mélange triticale-seigle ou avoine-seigle, ou etc. D'accord ? Parce que elles vont laisser tranquille le triticale et l'avoine. Donc vous êtes sûr d'avoir à la récolte quand même des céréales. Parce que vraiment, c'est impressionnant. Le seigle, ici, vous avez quasiment l'ordre dans lequel elles aiment les plantes. Donc le seigle, c'est vraiment très très appétant. Ensuite, le tournesol, colza, trèfle et Niger. Le Niger, bon, on ne le fait pas trop en culture, donc ce n'est pas trop gênant, mais vous voyez que les autres, on le fait en culture. Donc voilà, ça peut vraiment impacter. Et ça veut dire que derrière, si vous faites une culture avec que du seigle et que vous avez des limaces, ben voilà, il faut absolument qu'elles aient autre chose à manger. Donc des végétaux en décomposition, etc. Autrement, c'est une utopie. Vous n'aurez jamais de seigle. Alors, et puis deuxième chose, ce qu'on s'est aperçu aussi, c'est que, je vous ai dit, la limace va manger un couvert qui est en train de mourir. Ça veut dire que si vous broyez votre couvert végétal, la limace n'a rien à manger. Quand vous broyez un couvert végétal qui est vert ou qui est à maturité, en fait, les champignons ne peuvent plus l'attaquer parce que c'est déjà tout broyé et ce sont les bactéries qui le détruisent à ce moment-là. Parce qu'elles ont toute la place pour y aller. Si vous mettez un couvert qui fait par exemple cette hauteur-là et que vous le roulez uniquement, les bactéries ont du mal à l'attaquer parce que la tige est assez rigide. Du coup, il faut un petit peu de temps. Et c'est les champignons qui commencent le boulot d'attaque. Et à ce moment-là, c'est intéressant parce que le champignon commence à attaquer le végétal et les limaces arrivent pour manger le champignon. Donc il vaut mieux rouler le couvert végétal, avec type rouleau faca par exemple, il vaut mieux faire ça plutôt que le broyer. D'accord ? Dans la gestion. Si vous le broyez, les limaces ne vont pas aller dessus. Et elles vont attendre que vous semiez quelque chose. Et puis ensuite, donc ça c'est des observations agriculteurs. Moi, j'ai pas réussi à confirmer ça. Certains me disent, Thierry, j'ai l'impression que derrière sarrasin, avoine et lin, les limaces se reproduisent moins. J'avoue que voilà, c'est une observation, donc elle a toute sa valeur. Après, moi je lui ai dit peut-être un peu moins de fertilité, mais si au lieu de faire 300 œufs, elle en fait que 100, le problème reste à peu près identique. D'accord ?
Bon, c'est bien, mais voilà. Et ça, moi, j'ai pas vu dans la bibliographie, j'ai pas vu ce genre de choses. Donc voilà, ça demande à être confirmé. Alors, par rapport maintenant aux facteurs de risque, hein, dans la situation à laquelle vous vous situez, donc il y a d'abord l'historique. Et en particulier, l'historique, c'est est-ce que vous avez du colza dans votre rotation? Si vous avez du colza, très souvent, vous avez plus de limaces que si vous ne mettez pas de colza dans votre rotation. Pourquoi? Je ne peux pas vous le dire exactement, mais c'est une réalité. Le colza fait partie des plantes où derrière, on est sûr quasiment qu'il y aura des limaces qui seront présentes. Ensuite, la texture de votre sol. On voit quasiment jamais de limaces dans des sols sableux, parce qu'elles n'aiment pas, ça les gratte. C'est beaucoup plus sec, c'est sec beaucoup plus rapidement. Donc, on les voit par contre dans les sols argileux, limoneux et limoneux. Ensuite, type de couvert, je vous ai dit, hein, on l'a vu dans la diapo précédente. La qualité du semis. Voilà. Si votre semis est raté, si vos plantes elles sortent un peu jaunes, etc., toutes paloches, il y aura plus d'attaques, c'est systématique. La rapidité, c'est vraiment ça, c'est un levier très important. Plus votre plante lève rapidement, et plus elle va passer rapidement la période de sensibilité importante qui est entre la germination et l'émergence. Donc ça veut dire que quand vous semez du maïs ou du colza, ou etc., dans des conditions soit trop sèches, soit trop froides, ou etc., où la graine, elle est pendant 3 semaines dans le sol avant de sortir, vous prenez beaucoup plus de risques. D'accord ? Donc il vaut mieux des plantes qui galopent dès le démarrage. Et puis après, bon, ça c'est un petit peu plus anecdotique, mais voilà, il y a des différences quand même. Les parcelles qui sont orientées au sud se réchauffent un petit peu plus vite le matin, sont un peu plus sèches en général, donc en général, quand on mesure, un petit peu moins de limaces. Donc voilà un petit peu vraiment les facteurs de risque. Alors c'est ce qui explique des fois qu'il y a des parcelles qui ne sont jamais embêtées, enfin des agriculteurs qui ne sont pas embêtés par les limaces, et puis d'autres qui sont toujours embêtés. D'accord ? Ça dépend des fois de la texture, ça dépend de la rotation, etc. Et puis ça peut dépendre aussi, si vous travaillez vos sols, vous serez beaucoup moins embêté. Si votre voisin ou vous-même, vous êtes en semi-direct, vous serez un petit peu plus embêté parce que vous faites des couverts, vous les laissez tranquilles, etc. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas faire des préconisations, on ne peut pas vous dire, sur le parc naturel, il y a plus de limaces. Peut-être, mais peut-être que chez vous, ce n'est pas le cas, ou au contraire, peut-être que chez vous, il y en a beaucoup. Le raisonnement est à la parcelle. Ce n'est même pas la ferme. Parce que c'est très variable en fonction de ces situations-là. Et du coup, quand vous êtes dans la gestion des limaces, pour moi, vous êtes obligé d'anticiper. C'est comme souvent dans le parasitisme, si vous êtes dans du curatif, vous êtes obligé d'augmenter très fortement le produit chimique que vous allez mettre. C'est vrai pour les adventices, si vous commencez à gérer du régras qui est au stade tallage, vous n'arrivez plus, quoi. On n'a quasiment plus aucun produit efficace pour gérer du régras au stade tallage. Il est résistant quasiment à tout. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment anticiper. C'est pareil pour des pucerons d'automne. C'est vrai pour des altises. C'est vrai pour des limaces. Plus vous anticipez et moins vous aurez de chimie à utiliser. Et comme on est dans une société qui veut de moins en moins de chimie, les boîtes phyto font de moins en moins de recherches. On a des produits de moins en moins efficaces ou de moins en moins en nombre de plus en plus faible. Et du coup, la biodiversité trouve des moyens de contourner le produit que vous mettez de plus en plus vite. La durée de vie des herbicides en blé aujourd'hui, c'est 3-4 ans. Au bout de 3-4 ans, les adventices ont trouvé des moyens de contourner le produit que vous mettez. Donc ça veut dire qu'il faut l'utiliser, mais vraiment à bon escient. Donc, moi, je vous incite, et je le répéterai encore une fois ou deux, je pense, mais la pose de piège est indispensable. On ne gère pas 2 limaces au mètre carré comme on en gère 200. Et le problème, c'est que si vous ne mettez pas des pièges, vous êtes incapable de le savoir. Vous ne pouvez pas, ça ne se devine pas. Ce n'est pas parce que le matin, vous promenez dans votre parcelle au petit matin, vous êtes avec vos bottes, vous dites « tiens, il y a beaucoup de limaces », vous êtes incapable de dire s'il y en a 10 ou s'il y en a 200. Il faut vraiment piéger. Enfin, quand je dis piéger, mettre des pièges et comptabiliser le nombre de limaces qu'il y a en dessous.
Et puis après, bon, le type d'année, hein, si vous savez que vous êtes sur une période très sèche et puis qu'ils n'annoncent pas de pluie dans la foulée, voilà, vous savez que vous ne serez pas embêté, mais vos plantules ne sortiront pas. Ou alors, il faut une petite rosée, ou etc. Alors, juste pour l'agriculture de conservation des sols, hein, mais c'est vrai aussi pour le conventionnel, c'est-à-dire qu'on a une difficulté, c'est que systématiquement, les parasites arrivent toujours avant les auxiliaires. C'est vrai pour les pucerons avec les coccinelles, c'est vrai avec les limaces et les auxiliaires des cultures, les auxiliaires qui mangent les œufs de limaces et les limaces. Et du coup, vous avez toujours cette problématique, le parasite est présent, mais l'auxiliaire ne va pas arriver tout de suite. Et ce n'est pas parce que vous avez toute la chaîne trophique que ça va se passer très très bien. On le croyait, hein, à un moment donné en ACS. Moi, il y a 5 ans, c'était le discours que j'avais. Je disais, si vous avez un sol qui est toujours couvert, jamais travaillé, etc., vous avez toute la chaîne trophique, donc vous avez les auxiliaires qui vont venir manger les limaces. Et les agriculteurs disaient, moi, la limace, ce n'est pas un souci pour moi. On avait des soucis en début d'ACS parce que les auxiliaires n'étaient pas arrivés, mais au bout de 3-4 ans, le système était en place. Depuis qu'il pleut là tout le temps, ce n'est plus le cas. On a une explosion de limaces et les auxiliaires ne suivent pas. Donc on a là une difficulté hein, qu'il faut gérer. Et puis, ce que je vous disais aussi, c'est-à-dire tous les sols qui sont difficiles, les limons hydromorphes, etc., on a des plantes qui ne sont pas en bon état, et les limaces, alors là, elles ravagent. Hein. Il y a beaucoup plus de dégâts. Plus le sol est en mauvais état biologique, et plus les limaces sont actives, malheureusement. Donc non seulement vos cultures ont du mal à sortir, ont du mal à se développer, mais en plus, elles se font encore plus attaquer. Alors ça, ce n'est pas un tableau de Monet, hein, c'est un agriculteur, c'est cet automne, là, pour les semis de blé. Donc il avait semé un couvert végétal entre 2 pailles, et puis là, il venait, alors moi je lui avais dit, hein, c'est pour ça que des fois je me dis, les discours, ça ne sert pas à grand-chose, mais voilà, j'avais dit, on ne broie pas les couverts, lui il a broyé, il est passé avec le broyeur, et en fait, donc ça c'est ce qu'il y a sur son broyeur, et donc vous voyez les végétaux qui sont broyés, et en fait, vous avez des limaces partout, vous en avez une ici, vous en avez une ici, 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 enfin une quantité de limaces impressionnante. Il m'a dit, Thierry, comment je sème mon blé là? J'ai dit, première erreur que tu as faite, tu as broyé ton couvert, tu n'aurais pas dû. Et puis après, mais vous voyez bien qu'on est obligé d'anticiper, il y a un tel nombre de limaces que, voilà, semer du blé dans ces conditions. Et je vous montrerai du coup, dans une autre parcelle, chez le même agriculteur, ce qu'on a pu faire sur une autre parcelle. Donc voilà, par rapport aux cultures, hein, voilà, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais ça, c'était à dire d'agriculteurs. Hein, c'est une enquête que j'avais faite auprès d'agriculteurs de la PAD. Est-ce qu'ils rencontrent des problèmes de limaces suivant les cultures? Donc vous voyez, les cultures les plus impactées, c'est le seigle, je vous en ai dit parler, hein, colza, tournesol, maïs, blé, orge, pois. Après le reste, voilà, on est vraiment en diminution hein, sur les attaques. Alors, ça, c'est mon point de vue. Donc, c'est le point de vue de Thierry Guin. Vous pouvez ne pas être d'accord. Pour moi, quand on lutte contre un ravageur, la chimie ne devrait représenter que 10% de l'efficacité. Si on n'utilise que ça, c'est que 10% d'efficacité. 40%, c'est l'itinéraire technique qu'on a mis en place. Donc, les variétés qu'on a utilisées, semées dans des sols qui sont en bon état biologique, qui sont bien ressuyés, qui sont suffisamment réchauffés, etc. Et puis 50% grâce aux auxiliaires de culture. Je pense que si on axe toute la protection sur la chimie, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la nature va contourner très très vite ce que vous faites. Et du coup, il faut trouver d'autres alternatives. Pour moi, on n'a pas le choix. Au moins sur le long terme, on a ce choix-là à court terme, mais c'est vraiment du court terme. Or, vous êtes tous relativement jeunes, donc voilà, si vous espérez résoudre cette situation parce que vous êtes bientôt à la retraite, enfin voilà, vous êtes vraiment sur du court terme si on joue tout sur la chimie. Et la difficulté, hein, c'est qu'en particulier les auxiliaires, même si c'est eux qui font la majorité du boulot, il y a une problématique, c'est-à-dire que les auxiliaires ont besoin d'un environnement bien protégé, bien particulier, contrairement aux parasites. Les carabes, par exemple, qui sont des parasites des limaces, hein, c'est des espèces de scarabées, les carabes ont besoin d'aller se reproduire dans les haies. D'accord ? Donc il faut qu'il y ait
suffisamment de haies pour qu'ils puissent aller s'y reproduire. Si vous avez une haie tous les 3 km, ben les carabes seront dans les haies, ils vont peut-être faire 50 mètres à l'intérieur de la parcelle pour se nourrir, et puis ils vont revenir dans la haie. Mais si vous avez tous les endroits sans haies ne seront pas protégés par les carabes. D'accord ? Pareil pour les staphylins. Les staphylins, qui sont un autre auxiliaire, ont aussi besoin de bandes enherbées, de bandes fleuries, etc., parce que c'est là qu'ils vont aller se reproduire. Et du coup, c'est le problème des auxiliaires, c'est qu'ils ont besoin d'un environnement paysager assez naturel. Malheureusement, en agriculture, ces endroits-là, avec le remembrement, les exploitations qui grandissent, etc., et puis vous avez besoin de gagner en productivité, eh ben vous virez tous ces endroits un petit peu de développement de la biodiversité. Ce n'est pas une critique, c'est un constat. Hein. Et du coup, ça veut dire, derrière, comment est-ce que je peux gérer, c'est-à-dire comment je peux essayer d'accueillir les auxiliaires d'une autre façon. Et du coup, après, il y a toute une réflexion qu'on peut avoir, c'est-à-dire des parcelles qui sont un peu en triangle ou des choses, ou qui sont pas tout à fait droites, mais potentiellement, parce que c'est toujours un peu chiant de faire les recoins. Hein. C'est là qu'on passe 10 minutes à faire les allers-retours, à faire les marches arrière, et en fait, vous perdez du temps dans ces endroits-là. Donc, est-ce qu'il ne faut pas, potentiellement, mais ça c'est un choix de chacun, entre guillemets, les condamner pour faire une bande fleurie, pour faire une bande enherbée, parce que c'est là que vous aurez la réserve de biodiversité. D'accord ? Et contrairement à ce qu'on dit souvent, le parasitisme ne vient pas forcément de là. Hein. Le parasitisme, lui, il se développe très très bien. Les limaces, elles n'ont pas besoin d'aller dans une haie pour se développer. D'accord ? Donc, voilà, dans la réflexion, alors, le problème, c'est qu'on a du mal à comptabiliser ça, parce que personne ne s'intéresse, ou pas grand monde, à savoir, les limaces, on les compte. Par contre, compter le nombre de carabes, il n'y a pas grand monde qui le fait, malheureusement. Donc on ne sait pas exactement quelle va être l'influence d'une haie, d'une bande enherbée sur toutes ces bestioles-là. Mais voilà, il y a une vraie... moi, je suis en train de monter justement un projet par rapport à ça, parce que j'aimerais bien savoir, si je mets une bande enherbée, potentiellement, combien elle peut héberger de carabes, dans quelle proportion, etc., à quel moment ils viennent dedans. Donc voilà, il y a sûrement des réflexions à avoir. Donc là, on va voir un petit peu les différentes luttes. Hein. Donc on va commencer par la physique, et vous allez voir qu'elle est naturelle par rapport à tout ce qu'on a expliqué avant. La première chose, c'est qu'une limace, ce n'est pas un marteau-piqueur, ce n'est pas un ver de terre. Donc une limace ne sait pas rentrer dans le sol s'il n'y a pas déjà des trous qui sont faits. D'accord ? Donc ça veut dire que la première chose que vous pouvez essayer de faire, c'est vous semer, vous rouler. Hein, le roulage peut... Alors il ne faut pas que ce soit trop humide, hein, bien sûr, bénéfice-risque toujours, hein, mais si le sol le permet, rouler, ça va tout de suite empêcher les limaces de passer juste dans la ligne de semis que vous avez un petit peu plus travaillé. Et puis ce qui fonctionne aussi très bien, c'est le pâturage. Le piétinement des animaux fait que si vous faites par exemple un couvert végétal que vous faites pâturer, eh ben derrière, vous serez très peu embêté par les limaces. Non seulement par le piétinement, mais les vaches mangent des limaces. Le matin, quand elles se lèvent, qu'elles commencent à les manger, le couvert végétal, les limaces sont dans le couvert, elles mangent de la limace. Donc, contrairement à ce que disent certains, les vaches peuvent manger des protéines animales. Enfin, voilà, il y a eu des scandales, je suppose ici aussi un petit peu, mais voilà, ça fait partie de leur alimentation. J'ai jamais vu une vache qui crachait la limace qu'elle avait mangée, ça fait, voilà, ça rentre. Et elle valorise, hein, ça fait de la protéine. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure des pailles. Hein. Franchement, on vous dit de laisser les pailles au sol, c'est bien pour le bilan humique, c'est bien économiquement, mais franchement, c'est source de problèmes. Les limaces, elles sont en dessous, c'est le paradis pour elles. Quoi. D'accord ? La paille, ça maintient l'humidité. La température en dessous, c'est un isolant. Donc la température en dessous est assez homogène. Donc elles sont vraiment très bien. Donc voilà, des fois, il faut se poser des questions. Est-ce que je n'ai pas intérêt à enlever les pailles, à faire un échange paille-fumier et puis à rapporter du fumier ? Des fois, c'est dans la réflexion. Alors économiquement, ça ne vaut vraiment pas le coup. Mais voilà, par rapport au parasitisme, tout à l'heure sur les campagnols, je vous dirai un petit peu les mêmes choses. Bonjour. Ensuite, la qualité du semis. Donc ça, je vous en ai déjà un petit peu parlé. Et puis, je vous ai parlé aussi des œufs. Ça veut dire que si vraiment vous laissez les pailles,
ce qui est tout à fait honorable, il n'y a aucun souci. Ça veut dire quand même qu'il faut que vous gériez ces pailles, et en particulier, on sait qu'un passage de herse à paille, très rapide, hein, parce que c'est juste effleurer les pailles. En fait, vous allez bouger les pailles et vous allez mettre des œufs en surface, et avec les UV, il faut faire ça plutôt en plein après-midi, d'accord? Quand la paille va être craquante, ça va casser la paille, ça va mettre des œufs à la lumière, et tout de suite, ils vont mourir. Combien de temps pour ça? Alors, il faut que la paille soit suffisamment sèche, mais il faut que ce soit le plus rapidement possible. Mais les œufs, il faut le temps qu'ils arrivent sur la paille. Pardon? Les œufs, il faut le temps qu'ils arrivent sur la paille, que les limaces pondent. Ouais, mais en général, la ponte, c'est souvent au mois de juin. Donc les œufs sont déjà potentiellement présents. Et du coup, elles pondent en surface ou très très peu en profondeur. Et après, il y a la paille qui vient au-dessus, et du coup, là, elles sont bien. Et vous verrez que la herse à paille, pour moi, c'est vraiment... Alors après, voilà, c'est en agriculture de conservation des sols, il n'y a pas beaucoup d'outils. Donc, ça fait partie des outils qui sont importants. Et on en reparlera tout à l'heure sur les campagnols. Les campagnols, c'est exactement la même chose. Ils sont super bien sous la paille. Et ils font les petits chemins. Ils vont très très vite d'un trou à un autre. Mais le jour où vous passez une herse à paille, c'est-à-dire que vous cassez leur chemin habituel, le temps qu'ils retrouvent leur trou, donc ils se déplacent d'un trou à un autre, ils vont être pendant un laps de temps un peu plus long à chercher leur passage, et pendant ce temps-là, les oiseaux ont le temps de les attraper. Parce que voilà, ils sont moins... autrement, ça se passe en quelques secondes, l'oiseau n'a pas le temps d'arriver, alors que s'il cherche un petit peu plus, l'oiseau a le temps d'arriver. Donc la herse à paille est aussi un bon outil de gestion des campagnols, on le verra tout à l'heure. Alors voilà, ça c'est une photo que m'a envoyée un agriculteur cet automne, là. Gros risque. Heureusement qu'il n'avait pas de limaces dans sa parcelle. Parce que là, elle rentrait ici, vous voyez, on voit le grain, hein. Elle rentrait ici, elles allaient jusqu'au bout, elles n'avaient pas besoin de chercher très longtemps, hein. Donc ça, c'est vraiment à éviter. Enfin, je pense que vous êtes tous conscients. Heureusement que l'année était humide, autrement, là, c'était la cata, hein. Donc voilà, c'est... Autrement, donc, on a vu lutte physique. Et alors, dans la lutte physique, évidemment, il y a tout le travail du sol. J'en parle pas beaucoup parce que voilà, c'est pas mon discours privilégié. Mais à chaque fois que vous travaillez les sols, potentiellement, vous cassez pas trop de limaces parce qu'elles sont toutes petites. Par contre, vous mettez les œufs en surface, vous cassez un petit peu leurs habitats, etc. Donc, ça fait partie des luttes, hein, de la gestion. Ensuite, au niveau biologique, alors, je vous ai dit, hein, les limaces elles-mêmes, elles se mangent entre elles. D'accord ? C'est un peu cannibale. Ensuite, tout ce qui est carabe, staphylin. Mais le problème, c'est qu'ils sont souvent décalés par rapport aux dégâts qui peuvent être faits. Et puis après, vous avez les hérissons, les crapauds, sangliers, oiseaux. Alors bon, voilà. Toujours, hein, je ne veux pas vous dire de cultiver, enfin d'élever des sangliers pour manger les limaces. Les conséquences sont autres. Mais ça fait partie, voilà, de la biodiversité qu'on peut avoir. Je ne sais pas ici, mais nous, en France, là, les sangliers, les chevreuils, ça devient un peu une catastrophe. Il y a une augmentation, une croissance phénoménale. Voilà. Mais même s'il y a beaucoup de sangliers, les limaces sont toujours présentes, quoi. À force de laisser la nature faire, ben, elle prend bien sa place. Gestion de l'interculture, dont je vous en ai parlé. Il vaut mieux laisser une plante mourir doucement. Semer un leurre. Donc ça, franchement, c'est quelque chose qui fonctionne aussi très très bien. Semer du seigle semer du seigle 15 jours avant du tournesol, franchement, ça fonctionne très très bien. Les limaces vont manger le seigle. Et je vous ai dit, elles sont habituées à manger du seigle, donc le jour où vous semez le tournesol, elles vont laisser le tournesol tranquille. Et l'avantage, alors on peut faire seigle dans le tournesol, colza dans le maïs ou dans le blé. L'avantage, c'est qu'on met graminées contre dicote et dicote contre graminées. C'est-à-dire qu'en gestion herbicide, potentiellement, si jamais vous n'aviez pas de limaces, ben la gestion est beaucoup plus facile. Il faut être vigilant, hein, parce que, par exemple, seigle dans tournesol, si vous n'avez pas de limaces et que le seigle arrive au stade 3 feuilles, il commence à concurrencer le tournesol. Donc il faut pouvoir le gérer très rapidement, quoi. Il ne faut pas attendre en se disant bah, « je vais laisser le seigle, on verra bien plus tard ». La concurrence arrive très très vite derrière. Et puis voilà, avoir des végétaux ou du broyat en décomposition, hein, donc c'est tout ce qui potentiellement, et je ne sais pas si vous connaissez le BRF, hein, le bois raméal fragmenté, donc où on met du broyat de déchets verts, du compost
coupe, de broyat aussi, etc. C'est source de carbone, c'est source de champignons, donc c'est de l'alimentation pour les limaces. Donc voilà, un staphylin ici. Et puis c'est souvent ce qu'on appelle aussi des pinces-oreilles, parce qu'ici, ils ont deux petites pinces à l'arrière, là. Enfin, ça ne vous pincera jamais une oreille. Hein. Voilà. Et puis ça, c'est ce qu'on appelle un carabe. Donc carabe, vous en avez des dizaines de sortes différentes. Il y en a des granivores, donc ils mangent des graines. Vous en avez des omnivores, ils mangent un petit peu tout. Et puis vous en avez des carnivores, d'accord, qui mangeront des limaces. Et du coup, là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'agriculteur en question. Donc là, c'est du blé semé derrière du colza. Donc il y a eu les repousses de colza. Et en fait, donc la gestion du colza, c'est il faut que le colza meure tranquillement. Donc là, il a été mis 1 litre de glyphosate, d'accord ? Surtout pas de 2,4-D, parce que le 2,4-D a un effet flash, donc va détruire du jour au lendemain quasiment la culture. Alors que là, en mettant 1 litre de glypho, le colza meurt doucement. Et vous voyez, les limaces sont sur le colza. Le blé n'est absolument pas attaqué. Et puis vous voyez, ça c'est au même endroit 3 semaines après. Vous voyez qu'il y a quasiment déjà plus de colza. Tout a été mangé. Et le blé, par contre, il n'est pas du tout touché. On avait des comptages dans cette parcelle-là. On était, suivant les comptages, entre 60 et 80 limaces au mètre carré. Et regardez le blé, il est nickel. Et puis là, il est sauvé, quoi. Il est à 3 feuilles, normalement, sauf si vraiment le temps continue à être doux, auquel cas il faut se méfier, mais là, normalement, il est quasiment sauvé. Par contre, vous voyez, le colza, on n'en voit plus du tout. Donc voilà, ça fait partie des outils de lutte. Alors, si vous êtes allergique au glyphosate, c'est vrai que ça peut être embêtant. Enfin, faut être clair, hein, si vous broyez les repousses ou si vous passez un coup de labour, ben voilà, les limaces n'auront rien d'autre à manger que le blé que vous mettez en place. Et c'est pour ça que je vous ai dit, c'est pas le nombre de limaces qui fait les dégâts, c'est est-ce qu'elles ont d'autres sources de nourriture ou non. Et malheureusement, ben ça marche pas toujours, parce que là, on était toujours chez le même agriculteur, mais dans la parcelle d'à côté, le même précédent, colza, pareil, détruit avec 1 litre de glypho. Et là, on ne sait pas pourquoi, les limaces, vous voyez, elles se sont attaquées au blé. Les blés, ils se sont attaqués. Bon, ils vont s'en sortir, hein. Mais pourquoi est-ce qu'ici, ils ont été attaqués alors que dans la parcelle d'à côté, ils n'ont pas été du tout attaqués? On ne sait pas. Voilà, ça fait partie des mystères des limaces. C'était les mêmes mélanges, c'est des mélanges variétaux, hein, 5 variétés mélangées. Voilà, même type de sol, etc. Pourquoi à cet endroit-là, ça n'a pas été le cas? Voilà, ça fait partie. C'est pour ça que la biologie, c'est important, mais voilà, des fois, ça ne fonctionne pas à 100%. Voilà, donc ça, c'est d'autres types d'auxiliaires qu'il peut y avoir dans les cultures. Et puis, on arrive donc à la lutte chimique. Donc, lutte chimique, les petits granulés bleus, enfin bleus souvent. Alors, ils ne sont pas bleus parce que ça attire les limaces. Hein, la limace ne voit pas qu'il est bleu. Donc sachez que les petites billes que vous balancez, c'est la matière active, c'est que juste entre 2,5 à 5% du produit, hein, il n'y a que ça qui est létal, et la majorité, c'est ce qui va, c'est donc le support, et le support, il va falloir qu'il soit résistant à la casse au moment de l'épandage, il faut qu'il soit résistant à la pluie, et puis il faut qu'il soit suffisamment appétant et attirant pour la limace. Il faut que la limace sente le produit. Ce n'est pas le produit qui va à la limace, c'est la limace qui va au produit. Donc si vous avez un tournesol ou une betterave qui est en train de sortir ou un blé, il faut que la limace préfère aller au petit grain bleu qu'à la plantule qui sort. Donc il faut vraiment quelque chose qui soit appétant. Et du coup, c'est pour ça que souvent dans la farine, il y a souvent de la farine de seigle, parce que toujours pareil, le seigle est plus appétant. Et là, vous avez vraiment les matières actives, quel que soit le produit que vous allez utiliser, vous n'avez que 2 matières actives, méthaldéhyde ou phosphate de fer. Il n'en existe que 2. Hein. Par contre, et du coup, toutes les sociétés utilisent l'un ou l'autre de ces produits ou les 2 mélangés. Par contre, ce qui va changer, c'est la qualité du support. Et là, il y a de grosses différences entre les produits que vous achetez. Vous allez voir quelques chiffres après, mais là, c'est important. C'est-à-dire que prendre le premier prix en anti-limaces, le produit qui coûte le moins cher, méfiez-vous. C'est un peu comme tout ce que vous achetez dans le commerce. Si c'est du made in China, premier prix, en général, ça n'a pas grande valeur. D'accord ? Vous êtes content parce que vous avez mis de l'anti-limaces, mais voilà, si c'est un produit que les limaces n'aiment pas manger, elles n'iront pas le manger.
Et franchement, c'est la réalité. Il y a des produits qu'elles ne sentent même pas qu'il y a le produit, quoi. Alors, comment ça marche les deux produits? Parce que ça va avoir un impact sur vous, votre appréhension. Le métaldéhyde va agir sur les glandes qui sécrètent le mucus. Ça veut donc dire que quand vous mettez du métaldéhyde, la limace mange le métaldéhyde, et tout de suite, elle ne peut plus faire de mucus, elle s'arrête. Parce que le mucus, si elle n'en fait plus, elle ne peut plus se déplacer. Et du coup, elle meurt sur place. C'est-à-dire, vous mettez le petit granulé bleu, vous venez le lendemain matin, et ben, vous voyez la limace en train de mourir, et 2 jours après, elle est morte, et vous la voyez. D'accord ? Le phosphate ferrique, lui, il intervient sur la digestion de la limace. Ça l'empêche de digérer, mais elle va continuer à manger pendant ce temps-là. Donc, le temps que ça fasse effet, pendant 2-3 jours, potentiellement, elle va continuer à manger. Au bout de 2-3 jours, elle se dit « ça ne se passe pas bien là-dedans, je commence à mal digérer, j'ai mal au bide ». Une limace qui a mal au ventre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va s'enfoncer dans le sol pour mourir en fond de sol. Et le problème, c'est que vous ne la voyez pas du coup. Non seulement elle a continué les dégâts pendant 2-3 jours, mais en plus, vous ne voyez pas les cadavres de limaces. Donc souvent, les gens disent bah, le phosphate ferrique, ça ne marche pas, on ne voit pas de limaces mortes. Ben si, elles sont mortes, mais elles sont mortes dans le fond. D'accord? Donc, sachez que, je crois que je le mets après, vous verrez après, mais que ce soit phosphate ferrique ou métaldéhyde, la létalité à 8 jours est exactement la même. Il ne faut pas dire qu'il y a une molécule meilleure que l'autre. D'accord? La seule chose, c'est qu'il y en a une qui fait effet tout de suite, parce qu'elle empêche le mucus, et l'autre qui fait effet à 2-3 jours. Avec le risque de 3 jours, rappelez-vous, 5-6 pieds de colza par nuit, ça fait potentiellement 15 pieds de colza, le temps que la limace s'arrête. Donc, on va plutôt utiliser le phosphate ferrique en anticipation, hein, en préventif qu'en curatif. Alors, ça, c'est juste pour dire ce qui se passe, mais sachez que je pense qu'il y a les mêmes soucis ici. Le métaldéhyde est une molécule qui n'est pas dégradée dans le sol et qui n'est pas retenue par les colloïdes du sol. Donc, ça veut dire qu'il peut potentiellement, s'il n'est pas utilisé, polluer les eaux. Et dans les stations d'épuration, ils ont du mal à enlever le métaldéhyde, donc c'est une molécule qui pose problème. Dès qu'on retrouve une molécule dans l'eau, potentiellement, elle peut être interdite du jour au lendemain, très vite. Or, il n'y a que 2 molécules homologuées, donc si on enlève le métaldéhyde, ben, il n'en reste plus qu'une. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment, le métaldéhyde est vraiment à utiliser à bon escient, au bon moment, pas en trop grande quantité, la quantité qu'il faut, nécessaire, mais pas trop non plus, etc. Ne faites pas du systématique en disant bah, « tiens, le voisin qui m'a dit qu'il y avait des limaces » ou le technico-commercial m'a envoyé un SMS en me disant « il y a des limaces traitées ». Non, il faut aller compter chez vous. Je ne critique pas les technicos, hein, ils font leur boulot, mais voilà, des fois, on met des avertissements, mais vous ne savez pas si vous avez le problème, quoi, hein. Alors, ça prend un peu de temps, parce qu'il faut aller relever le piège, regarder est-ce que j'en ai pas, etc. Mais voilà, c'est toujours, pour moi, c'est vraiment un risque, hein. On voit toutes les molécules, les herbicides et tout ça qu'on retrouve dans l'eau, systématiquement, ils sont dans le viseur, hein. Donc, et si on n'a pas de solution alternative, on peut être vite face à un mur. Bon, ça, je ne reviens pas trop dessus, hein, le fait que le métaldéhyde est classé cancérigène, donc vous devez le stocker dans le local phyto. Alors, pour gérer chimiquement, hein, pour moi, c'est indispensable. La première chose, c'est j'anticipe le risque. D'accord ? On n'est pas dans du curatif, il faut l'anticiper. Il faut évaluer, c'est-à-dire il faut piéger. Je mets un bout de carton ou je mets ce que je veux, mais je mets un piège. Je le mets le soir et je reviens le lendemain matin et je soulève le piège, je regarde combien il y a de limaces. Si vous ne faites pas ça, vous n'êtes pas capable de savoir à combien de bestioles vous avez affaire. Ensuite, j'optimise l'application, on va en reparler juste après. Et puis, je choisis le bon anti-limace. Je vous ai dit, tous ne sont pas, ce n'est pas une histoire de matière active, c'est une histoire du produit. Alors voilà, hein, ça c'est l'exemple type du, voilà, j'ai pas de quad, je vais avec ma Mégane, je mets le Delimbe et puis j'appuie sur le bouton en route, pas en route. Le Delimbe est le matériel le pire pour envoyer de l'anti-limace. Ça casse énormément de produits. Il faut vraiment un produit de très grande qualité. Pourquoi ? Parce que en fait, les plateaux, déjà, vous essayez d'envoyer le plus loin possible pour faire le moins d'aller-retour.
et en plus, les plateaux d'éjection sont très petits. Ce qui fait que pour envoyer loin, le plateau doit tourner très très vite, ce qui fait que le granulé, quand il tombe dessus, il a une vitesse d'accélération très importante. Et du coup, avec cette vitesse très importante d'accélération, en fait, ça casse du produit. Donc il vaut mieux du matériel avec des plateaux larges, parce qu'en fait, la vitesse va être un petit peu, enfin, l'accélération va être plus faible. Ça va l'envoyer loin quand même, mais il y aura plus, c'est comme un lanceur de marteau en athlétisme. Vous les voyez qui font leur tour sur eux-mêmes, voilà, pour accélérer doucement le marteau, et à la fin, on envoie. Et là, toute proportion gardée, c'est un peu la même chose avec l'antilimace. Donc vous voyez, ça, c'est des essais qui ont été faits, j'en ai d'autres après. Mais vous voyez que, quels que soient les produits utilisés, que ce soit du slux, enfin du phosphate ferrique ou du métaldéhyde, à quelques jours, on a la même efficacité. Alors, là où pareil, hein, c'est pour ça tout l'intérêt du piégeage. Dans 1 kg globalement, quel que soit le produit, dans 1 kg d'antilimace, vous avez 60 000 granulés. D'accord ? Chaque granulé, suivant sa formulation, va tuer entre 1 et 3 limaces. D'accord ? Et donc ça veut dire que si vous mettez 3 kg d'antilimace, globalement, vous allez tuer une vingtaine de limaces. Okay ? Sachant qu'en plus, vous allez, au moment de l'épandage, sûrement casser quelques granulés, etc. Donc potentiellement, 1 kg d'antilimace ne va pas tuer 20 limaces, mais plutôt une quinzaine. Si vous mettez 3 kg, enfin voilà, une quinzaine, si vous avez 50 limaces, bah, vos 3 kg, vous n'allez pas venir à bout des 50 limaces. Si vous en avez 5, ça fait le boulot, mais peut-être qu'il ne fallait pas mettre 3 kg, mais mettre qu'un seul kilo. D'accord ? Et du coup, le problème, c'est que si jamais vous avez des grains qui sont cassés ou vous avez 3 limaces qui viennent sur le même granulé, potentiellement, elles n'auront pas eu leur dose létale. Donc, ça va les chagriner un petit peu, mais elles vont repartir. Et dans la nature, quand il y a du stress, quand une plante est en stress, quand une limace est en stress, ou etc., la première chose qu'elle fait quand elle a retrouvé un peu de vigueur, c'est « je me reproduis ». Et du coup, le granulé bleu n'est pas un truc létal, c'est du Viagra, ça va lui donner envie de se reproduire encore plus vite. Et du coup, vous étiez avec une population de 50 limaces, potentiellement 2 mois après, vous en aurez 100 ou 150. Vous avez fait l'effet inverse, tout simplement parce que vous n'avez pas mis la dose nécessaire pour gérer, parce que vous ne saviez pas combien de limaces vous aviez. Et c'est pour ça, enfin, j'insiste vraiment dessus, parce que voilà, autrement, vous pouvez tomber complètement à côté de la plaque. Vous plantez complètement dans ce que vous apportez. Et du coup, donc ça, c'est un essai qui a été fait tout doux, ouais, le printemps dernier, hein, 2024. Donc, c'est en fait des cages qui font à peu près 1 mètre de côté, dans lesquelles on met de la terre, on sème du tournesol en ligne, et puis on met de l'antilimace. Donc, vous voyez, on met l'équivalent de 4 kg d'antilimace dans cette cage, et puis on met dedans 20 limaces grises. Et on regarde les limaces, où est-ce qu'elles vont? Est-ce qu'elles vont vers le granulé bleu ou est-ce qu'elles vont vers le tournesol? D'accord? Et combien de granulés bleus elles mangent avant de mourir, etc. Donc et puis on teste différents produits pour voir lesquels sont les plus pertinents. Et du coup, vous voyez, donc là, on a 3, 4, 5, 6, 7, 8 produits différents. Et bien, vous voyez qu'à J+8, il y a des produits qui n'ont été efficaces qu'à 40%. C'est-à-dire qu'il y a 60% au bout de 8 jours, 60% des limaces qui sont encore viables, qui sont encore vivantes. Et puis il y a d'autres produits qui sont à 84%. D'accord ? Donc vous voyez bien, là, si vous n'utilisez pas le bon produit, non seulement vous n'avez pas la bonne dose, mais en plus ce n'est pas le bon produit, donc potentiellement, voilà, les limaces ne sont pas tuées par ce produit-là. D'accord ? Et sachez, alors, exprès, je ne mets pas forcément de nom de produits commerciaux, mais sachez que plus le produit globalement est cher et meilleur il est. Il faut être clair, hein, parce que souvent quand le produit est cher, ça veut dire que derrière, dans l'entreprise, il y a une cellule de recherche et développement qui est plus importante. C'est-à-dire que c'est des gens dont le métier, c'est de trouver des nouveaux produits, etc. Donc ça coûte de l'argent. Ce n'est pas des technico-commerciaux, ce n'est pas les producteurs, c'est vraiment de la recherche. Et ça coûte. Et du coup, derrière, c'est normal que le produit soit un peu plus cher.
Donc méfiez-vous aussi de ça. Et un moyen de le savoir aussi, c'est au moment où vous épandez. J'ai une photo, je ne sais plus si je l'ai après. Voilà, au moment de l'épandage, vous avez des produits, 70% du produit est cassé. Alors là, c'est avec un de limbe, hein, donc je vous ai dit, hein, ce n'est pas le meilleur outil, mais vous avez certains produits de bon marché. Quand vous, à l'épandage, ne serait-ce qu'à l'épandage, vous perdez 70% du produit. Parce que quand vous avez ça, ça ne sert à rien. Hein. Les limaces, elles vont en bouffer un petit peu, mais elles n'auront jamais leur dose létale. Donc ça veut dire globalement, vous voyez qu'on est entre 12% et 70% de casse. Et ça, vous le voyez au moment de l'épandage. Hein. Si vous êtes dans cette situation-là, arrêtez tout de suite le boulot, hein, rentrez chez vous. Et puis revendez à votre voisin le sac d'anti-limaces. Hein. En plus, cette année, on n'en trouve pas, donc vous le vendrez assez facilement. Mais gardez pas ce machin, il ne sert à rien. Et du coup, voilà, dans le choix, hein, c'est le choix d'un anti-limace, c'est bien calibré pour la balistique, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit ovale, etc., pour bien pénétrer dans l'air. C'est aussi important si vous voulez mettre de l'anti-limace dans la ligne de semis. Parce que je vous ai dit, les limaces noires ne sortent pas de la ligne de semis. Donc vous pouvez avoir envie, si vous êtes dans une situation où vous avez pas mal de limaces, de mettre l'anti-limace dans la ligne de semis pour protéger la graine. Eh bien, si vous mettez certains types d'anti-limaces, quand ils vont passer dans le semoir, ça va les broyer. Ça va faire de la poudre, donc c'est perdu. Et aujourd'hui, il y a certains fabricants qui vendent des billes, donc qui ont à peu près la taille d'une graine, et du coup, ils peuvent passer dans le semoir sans être écrasés. Donc dans ces cas-là, il vaut mieux choisir un anti-limace sous forme de bille pour mettre 2 kg d'anti-limace dans la ligne de semis. Ensuite, la résistance au délitement, hein, c'est-à-dire que ça soit par rapport à la pluie, qu'il ne suffit pas qu'il pleuve 2 mm pour que ça se soit complètement détruit. Résistant à la casse, je vous en ai parlé à l'épandage, il soit attractif et appétant. Hein, c'est-à-dire qu'il faut que la limace aille vers ce produit-là, et puis il faut qu'elle aime bien le manger. On voit vraiment, hein, les limaces, elles sucent le petit granulé bleu, hein, une fois qu'elles sont dessus, mais si jamais elles n'aiment pas, elles vont voir ailleurs. Et puis après, il y aura peut-être d'autres pistes, hein, mais c'est un petit peu plus aléatoire. L'azote liquide, c'est-à-dire que vous passez de bonne heure le matin en mettant 20 ou 30 litres d'azote liquide. En fait, ça les brûle. S'il y a une goutte qui les touche, ça les brûle. Elles n'aiment pas du tout. Mais bon, après, ça dépend. Dès que vous avez une feuille, elles peuvent être en dessous. Elles ne sont pas touchées. Enfin, il faut vraiment que le produit touche la limace. Hein. Autrement, ça ne sert à rien. Alors, pareil, le lisier est pendu... Le lisier est pendu tôt le matin. Alors, ça, c'est bénéfice-risque. Il faut que le lisier soit stocké en mauvaises conditions. Donc, il faut qu'il pue. Parce que dedans, il y aura H2S, il y aura du méthane, de l'ammoniac. Mais si vous épandez du lisier qui pue, sur le reste de la vie biologique, ça a un impact énorme. En particulier les vers de terre. Quand le lisier tombe dans le trou de vers de terre, s'il est plein de H2S et d'ammoniac, ça tue les vers de terre, vous les voyez tous sortir en vitesse et ils crèvent en surface. Donc ça détruit les limaces, mais ça détruit le reste aussi. Bon voilà, ce n'est pas forcément le plus judicieux. Et puis autrement, je vous en ai parlé, un roulage, pâturage, qui font partie des outils à disposition. Alors là, je voulais vous montrer, donc ça c'est chez un agriculteur, donc vous voyez cet été, là 10 août, pour du colza. En fait, vous voyez, hein, donc chez lui, on a ce qu'on appelle un limacapt, c'est-à-dire que c'est un outil qui, toutes les nuits, compte le nombre de limaces qui passent. Donc, et on a le résultat sur téléphone. Donc le matin, on sait combien il y a eu de limaces pendant la nuit. Et du coup, vous voyez, hein, donc là, au 10 août, on était à peu près à une trentaine de limaces. Vous voyez qu'il fait sec. Donc il fait sec, les limaces, la pression diminue, elles rentrent dans le sol. Et puis, tac, on a une petite pluie, 10 mm. Et bien, vous voyez, tout de suite, les limaces ressortent. Et puis là, le 22 août, on arrive à 100 limaces au mètre carré. Thierry, j'ai du colza à semer, j'ai 100 limaces au mètre carré, qu'est-ce que je fais? Alors évidemment, je lui ai dit, tu aurais anticipé, tu aurais pu te dire, j'ai déjà 30 limaces ici, voilà, qu'est-ce que je dois en faire? Et puis donc là, l'objectif, alors c'est quelqu'un qui est en semi-direct sous couvert, donc il ne voulait pas travailler son sol, parce que autrement ça peut être une modalité. Donc là, en fait, il est passé avec le rouleau, la herse à paille, et puis je lui ai dit, ne lésine pas, à 100 limaces au mètre carré, tu as du monde, donc 7 kg d'antilimaces. Je lui ai dit, ça ne sert à rien de passer à 3, tu mets la dose qui est nécessaire. Et vous voyez, en 24 heures, on est passé de 100 à 25 limaces, et en 48 heures à 2 limaces.
Donc là, on a multiplié la méthode physique et la méthode chimique. Et vous voyez qu'une fois qu'on est rendu là, après, il y a toujours eu un petit peu un fond de cuve de limaces. Mais voilà, globalement, on a sauvé et aujourd'hui, son colza est en bon état. D'accord ? Mais il n'aurait rien fait ou il aurait mis juste de l'antilimace. Je ne pense pas qu'on aurait eu cette efficacité de passer de 100 à 2 en 48 heures. C'est vraiment la conjoncture. Et là, ce qui aurait été encore le mieux, mais il n'y avait pas le temps entre la moisson, c'était derrière un blé, il n'y avait pas le temps entre la moisson et le colza de semer un couvert végétal. Il y avait 3 semaines, un mois, ça ne valait pas le coup. Mais oui. Comment est-ce qu'il passe? La R, ça part dans le couvert. Alors justement, là, il n'y avait pas de couvert. Parce que je vous ai dit, il y a eu la moisson, et donc il a fait la moisson, la moisson a dû se terminer vers le 10-15 juillet. Il avait prévu de semer ses colzas dès qu'il y avait de l'humidité qui revenait, donc début août, on ne pouvait pas là. Et ça n'aurait pas été intéressant de semer à Niger, par exemple, directement après la moisson, habituer les limaces à cette plante-là, et puis venir semer son colza en direct dans le Niger sans le détruire. Ouais. La difficulté, tu vois, c'est toujours bénéfice-risque, c'est-à-dire semer du Niger, ça a un coût. On était dans une période sèche, d'accord ? Il pleuvait pas, donc ça veut dire que le Niger n'aurait pas germé tout de suite. Il aurait fallu attendre un petit peu d'eau. Donc, tu as le coût, tu as le fait que ça ne germe pas tout de suite, et un laps de temps très très court. Grosso modo 3 semaines, 1 mois, quoi. Et du coup, voilà, après, c'est au choix de chacun, mais là, l'agriculteur a dit, bah non, pour moi, ça ne vaut pas le coup, c'est trop de frais engagés pour un résultat un peu aléatoire. Parce que s'il avait continué à faire sec, le Niger n'aurait même pas levé, il aurait levé avec le colza, quoi. Donc, si on avait eu des conditions normales d'humidité. Colza derrière moisson, c'est trop court. Parce que, je ne sais pas ici, mais nous, le colza, on a tendance, en particulier en semi-direct, à le semer de plus en plus tôt. Donc si fin juillet, début août, il y a un petit peu d'humidité, un peu de pluie, le colza est semé à ce moment-là. Et du coup, on peut être potentiellement 15 jours, 3 semaines après la moisson. Et du coup, les gens ne sèment pas de couvert à ce moment-là. Alors par contre, ce qu'ils font, c'est qu'ils sèment des plants de compagne avec le colza. Et là, c'est aussi dans le choix des plants de compagne, quelles plantes je mets pour potentiellement mettre, par exemple, du seigle avec, etc., qui vont intéresser les limaces. Mais on peut aussi avoir l'effet inverse. Là, je vois, on est mi-novembre. Le problème, là, les plants de compagne ont fait tellement de biomasse. Alors, le colza est là, mais il y a les plants de compagne. Mais vous avez un espèce de microclimat en dessous de tout ça, parce que vous avez beaucoup de biomasse végétale. Mais du coup, en dessous, vous n'avez quasiment pas de vent, parce que vous avez beaucoup de biomasse végétale. Vous avez de l'humidité tout le temps, parce que voilà, les plantes respirent, et puis il y a de la rosée. Et en fait, les limaces, elles sont heureuses là-dedans. Et du coup, en fait, plus vous avez de plantes de compagne et plus vous avez de biomasse végétale, et plus il y a de limaces. Et le problème, c'est que quand elles ont fini de manger le seigle, etc., les plantes appétantes, elles se dirigent vers le colza. Et du coup, là, on a des situations où on a des colzas, on ne voit plus que le trognon, quoi. Bon, je pense qu'ils vont s'en sortir, mais franchement, là, ils font beaucoup de dégâts. Donc, toujours... dès qu'on travaille avec la biologie, les résultats peuvent être... des fois, vous êtes super content, ça marche super bien, et puis une autre année, un peu plus humide, un peu plus, etc., où le colza se développe moins vite que la plante compagne, et puis en fait, c'est plus... Mais ça, ça fait partie des aléas de l'agriculture. Vous avez l'habitude, c'est tous les ans, on ne fait jamais ce qu'on a fait l'année d'avant. Alors ça, c'est tout. Voilà, les pièges, il y a différentes possibilités. Le mieux, effectivement, c'est ce genre de piège-là qui reflète la lumière, et dedans, il y a une espèce de mousse. Donc, quand vous les imbibez d'eau, ça reste humide pendant quelques jours. Et donc, ça peut fonctionner comme ça. Mais autrement, si vous n'avez pas ça, vous mettez un bout de carton. Je veux dire, vous mesurez la taille. L'idéal, c'est d'avoir 4 bouts de carton de 50 par 50. Donc, ça fait 1/4 de mètre carré. Vous en mettez à 4 endroits. Ça vous fait l'équivalent d'1 mètre carré. Vous le mettez le soir, vous y allez le lendemain matin, vous comptez combien il y a de limaces, quoi. Ça prend un peu de temps. Mais c'est vraiment un outil qui fonctionne bien. Et puis autrement, ce que je vous disais, là, le LimaCapt. Donc en fait, vous avez un petit panneau solaire pour que ça fonctionne en autonomie. Un pluviomètre parce que ça donne une indication sur la pluie. Et puis en dessous du truc, là, en dessous de cette petite plaque, vous avez la caméra qui permet de compter au fur et à mesure les limaces qui passent. C'est cool,
coûte combien? Très cher. En fait, c'est un monopole. Donc, dès qu'il y a un monopole, c'est cher. Donc, je crois, enfin, je ne sais plus la société qui vend ça, mais je crois que c'est 1400 € pour le produit. 1400 € et après, il y a une application parce que vous récupérez les informations sur votre téléphone. Donc, vous payez aussi l'abonnement pour récupérer les informations. Alors, je sais, moi, en France, il y a des bassins versants qui aident au financement, qui payent 50% du produit parce que derrière, on gère mieux la chimie. Donc, après, ça peut être un choix politique. Mais si on en a qu'un, parce que vu le prix, ça nous sert à quelque chose. Ben, au moins, ça vous donne quand même une idée à un endroit donné. Après, vous pouvez le déplacer dans des endroits, etc. Mais moi, je connais quelques agriculteurs qui en ont. Franchement, c'est assez intéressant quand même. Ça donne une bonne image. Et puis, en particulier, ils vont le mettre sur les parcelles un peu éloignées dans lesquelles ils vont. Enfin, voilà, vous allez semer et puis vous revenez. Vous n'y allez pas tous les 4 matins. Et du coup, ça leur permet de suivre aussi un petit peu l'évolution sans vous avoir à y retourner de façon systématique. Ça ne compte que les limaces ou ça compte aussi les carabes Alors, c'est le problème. Aujourd'hui, ça ne compte que les limaces. Donc, dans le projet là, dont je vous parlais tout à l'heure, moi, je vais essayer de travailler avec la société. Alors, il faut que je trouve le financement, mais pour que la caméra reconnaisse aussi les carabes, les staphylins, les vers de terre. Parce que vous voyez bien la limite. Et vous serez peut-être pas trop surpris en apprenant que c'est une société qui vend du produit anti-limaces qui vend ça. D'accord? Et alors elle dit, voilà, c'est pour optimiser, mais c'est bien, hein, enfin je veux dire, c'est pour optimiser. Mais par contre, moi je leur ai dit, bah oui, mais votre produit, il faudrait qu'on compte aussi les auxiliaires. Alors ça les intéresse moins. Mais bon, on va essayer d'aller au bout. Et si ce n'est pas avec la société en question, je vais travailler avec la filiale qui fait le produit. Parce que là, on aura vraiment un intérêt parce qu'on aura le parasite et l'auxiliaire. Voilà, et du coup, hein, alors ça, c'est des seuils plutôt en agriculture de conservation des sols. En conventionnel, vous divisez quasiment le chiffre par 10. Quasiment. Hein. C'est-à-dire que entre 1 et 30 limaces par mètre carré, on est dans un risque faible, c'est-à-dire que potentiellement, s'il y a suffisamment d'autres choses à manger, la plante, la culture ne sera pas impactée. Plus de 30 limaces au mètre carré, donc là on arrive sur un risque moyen, donc là il faut être vraiment vigilant, parce qu'au moment de l'émergence en particulier, et là plus de 50 limaces au mètre carré, ça veut dire qu'il faut absolument multiplier, ce n'est pas uniquement avec de la chimie, ça va être avec une gestion physique et pourquoi pas biologique pour essayer de venir à bout. Hein, et ce qu'il faut voir, et c'est ça qui est important aussi, est-ce que vous avez des jeunes dans les limaces? Parce que c'est comme chez les humains, les ados, ils mangent beaucoup. Et les jeunes limaces mangent beaucoup plus que les adultes. Donc quand vous avez plus de limaces juvéniles que d'adultes, ça veut dire qu'elles, elles vont bouffer énormément, quoi. Très voraces. Les adultes, des fois, ils peuvent être en fin de vie et tout ça un peu pépère, quoi. Hein. Mais les jeunes, là, ça y va à bloc. Ce sont des seuils que vous avez utilisés et éprouvés vous-même? Comment? Ce sont des seuils que vous avez utilisés et éprouvés vous-même sur votre site? C'est des seuils Thierry Guin sur l'agriculture de conservation des sols. Vous avez aussi des seuils des vendeurs, de producteurs d'anti-limaces ou alors des ouais. Alors, c'est rarement les mêmes. Voilà, et du coup, il y a autrement, autrement, vous avez ce genre de... Alors ça a été fait en France par Arvalis, mais peut-être que vous utilisez aussi ça. Et en fait, ça, c'est pour du conventionnel. Et du coup, en fait, c'est un petit peu la même chose, hein, c'est-à-dire, mais vous voyez, tout vient, la première chose qu'on fait, c'est limace piégée, c'est-à-dire, première chose qu'on fait, on piège pour savoir à combien on a affaire. Et du coup, plus observation, plus attaque sur les repousses découverts. Donc voilà, c'est une indication, oui, non. Et puis après, c'est un arbre de décision un petit peu. Et du coup, mais tout est basé, vous voyez, même une fois que le semis a eu lieu, c'est toujours piégeage. Combien vous en avez? Et en fonction de ça, vous regardez si vous traitez ou non. Et à la fin, on vous dit, hein, risque fort, appliquer un anti-limace. Et là, la quantité à apporter, ça va dépendre du nombre que vous avez. Donc ça, c'est un outil à la décision. Alors, c'est des fois un peu fastidieux en se disant, est-ce que je me situe sur oui, non, etc. Puis souvent, vous êtes entre les deux. Alors, vous êtes toujours en train d'hésiter. Et du coup, là, moi, je suis en train de travailler pour créer le même genre de truc, mais spécifique à de l'agriculture de conservation des sols.
pour justement qu'on ait un genre d'aide à la décision comme ça. Oui. Moi j'ai une question, le graphique que vous nous avez montré de la personne que vous connaissez, donc en août il était à 30 limaces et puis il est passé à 100. Si vous avez téléphoné au moment où il était à 30 limaces, qu'est-ce que vous lui auriez conseillé? En fait, il aurait fallu ici appliquer du phosphate ferrique à ce moment-là. Ok, mais donc on était quand même sur une lutte chimique à ce moment-là, Ouais. vu le colza qui suit Ouais. et la pression. Ouais. Alors, si ça avait été potentiellement... Alors après, ça dépend des situations, mais si, ce qu'on disait tout à l'heure, s'il y avait eu un couvert végétal en place, ça n'aurait pas été un colza, par exemple, ça aurait été une paille qui était implantée. Vous mettez le piégeage, par exemple, au mois de septembre, dans le couvert végétal, vous apercevez qu'il y a un certain nombre de limaces. Ça veut dire que votre couvert végétal, surtout, il ne faudra pas le broyer, mais plutôt le rouler. Et puis, si vous avez des animaux, autant aller faire pâturer le couvert. Si vous-même, vous n'en avez pas, peut-être que parce que ça se fait un petit peu, hein, en particulier en mouton, des gens qui cherchent comme ça, qui sont itinérants et qui cherchent des couverts à faire pâturer aux moutons. Vous pouvez faire pâturer le couvert avec des moutons. L'efficacité est très forte. Et là, ça vaut tout le reste. Hein. Franchement, les moutons, ça piétine énormément, les moutons. Donc, et là, je vois dans le Pas-de-Calais, ici pas très loin, il y a comme ça, en fait, on va semer dans le couvert végétal des plantes que les moutons aiment bien, parce que voilà, pour les faire pâturer derrière. Et il y a un éleveur de moutons en fait, il est très bien équipé. Hein, en 1 heure, même pas 1 heure, avec son quad, il fait les clôtures. Et puis, il met les moutons dedans pendant 1 semaine, 15 jours, suivant ce qu'il y a à manger. Puis après, il part ailleurs, etc. Et du coup, voilà, ça fait partie. Et derrière ces parcelles-là, même s'il y avait des limaces avant, il n'y en a plus après. Hein. Non seulement parce qu'elles ont mangé, mais par le piétinement. Maintenant, si vous utilisez un sulfate ferrique quand il y en a que 30, bon, il va éliminer les limaces, mais les prédateurs, ils n'auront plus rien à manger. Donc, ils ne se développeront pas. Donc, automatiquement, vous aurez plus de limaces, donc ça va produire mieux. Ouais. Donc, vous allez devoir revenir avec un autre produit. Donc, ça fait 2 ou 3 traitements qui vont coûter. Ouais. C'est toujours... ce qui est important, c'est... quand vous êtes face à un parasite, vous êtes toujours bénéfice-risque. C'est-à-dire que si je ne traite pas, quelle est la conséquence? Si je traite, quelle est la conséquence? Si on a réussi, là, on a réussi à gérer, même sans avoir traité. Mais c'est toujours se poser la question, ok, je traite. Le phosphate ferrique, l'avantage qu'il a quand même, c'est que comme les limaces meurent en profondeur, il n'y a quasiment aucun dégât sur le reste des auxiliaires. Contrairement au métaldéhyde, où globalement, quand vous avez un carabe qui a mangé 3 à 4 limaces qui sont mortes par métaldéhyde, il en a quand même chopé, même s'il ne produit pas de mucus, ça impacte son système digestif, etc. Donc il y a un impact quand même sur la vie biologique, globalement. Et après, c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure, c'est-à-dire, il est utopique de croire que vous tuerez 100% des limaces. Ça n'existe pas. Vous voyez bien à la fin, on en a toujours des limaces. On ne tue jamais tout. Et du coup, ça veut dire que les prédateurs continueront. Et pareil, un prédateur, s'il n'a pas cette ressource alimentaire, il va en trouver une autre. D'accord ? Il va se nourrir d'autres choses. Mais c'est toujours cette question-là, c'est si je ne fais rien, quelle est la conséquence? Si je fais quelque chose, je connais les conséquences. C'est un petit peu la différence. C'est un petit peu comme... c'est à chaque fois les décisions que vous prenez. Vous avez du raiegras dans une parcelle, est-ce que vous traitez ou vous ne traitez pas? Est-ce que vous émettez un herbicide post-semi-prélevé ou vous attendez de la levée pour voir un petit peu mieux ce qui se passe? Et du coup, mais vous savez que si vous ne faites pas un post-semi-prélevé, potentiellement, qui va faire humide derrière, que vous ne pourrez plus passer, ou que le raiegras va commencer à se développer, qui va arriver à 3 feuilles, que vous aurez plus de mal à le gérer. Enfin, vous voyez, vous êtes toujours en train de prendre des décisions et toujours vous êtes dans bénéfice-risque. Si je ne le fais pas, voilà les conséquences. Si je le fais, voilà les conséquences. Et c'est pour ça que moi, je ne peux pas répondre à votre place. C'est vous, en votre fort intérieur, qui vous dit, bah ouais, ok, si je fais rien, voilà ce qui va m'arriver, quoi. Et c'est pour ça qu'il me semblait important dans cette formation que vous ayez un petit peu l'éventail des possibilités. Et ce n'est pas moi qui vais vous dire ce qu'il faut faire. Moi, je peux toujours vous le dire. Je vais vous dire, bah tiens, ça, tu pourrais essayer, tu pourrais faire ci, etc. Mais c'est vous, au final, c'est à vous de prendre la décision. Ce n'est pas à moi de vous dire ce qu'il faut faire.
Enfin, je dis ça facilement, hein, mais je sais qu'il y a des agriculteurs qui appellent leur technico, et leur technico dit fais ça, ils vont le faire. Mais je pense qu'il faut aujourd'hui être plus dans le raisonnement. Enfin, on n'est plus dans le systématique chimique, problème chimique, quoi. On est plus dans une réflexion globale. Mais des fois, la chimie, heureusement qu'elle est là, pour gérer des coups de feu ou des choses vraiment difficiles. Mais vous connaissez la réponse, enfin, vous connaissez les impacts. Un passage de Sapin, ça me servir. Là, ça a été passé, Air-Sapaille. Hein. Rouleau plus Air-Sapaille. Hein, ici. Juste après la récolte, alors. Alors, ce jour-là, là. Ah non, mais avant, le tout début. Le tout début que je parle. Alors là, il aurait dû le faire un petit peu plus tôt aussi. Enfin, ça fait partie des outils. Mais vous voyez bien, hein, c'est tout un apprentissage. Il faut penser à tout. En été, vous avez toutes les moissons. Alors lui, non, il n'a pas d'irrigation, donc il n'a pas ça à gérer. Mais il a une famille, il part aussi en vacances. Donc voilà, il y a aussi tout ça à gérer. C'est bien beau des fois de dire tu sèmes un couvert végétal, tu passes la Air-Sapaille, tu pèses un rouleau, puis le gars te dit bah attends, ben, moi je pars en vacances avec la famille pendant 3 semaines. Bon bah ok, tu verras ça plus tard. Hein. Alors je termine juste pour qu'on ait un petit temps d'échange quand même. Je voulais juste vous montrer, pour vous expliquer hein, la difficulté. Donc là, c'est des agriculteurs chez qui on a émis des pièges. Alors c'est des pièges tapis, hein, c'est pas avec le Limacapt que je vous ai présenté. Piège tapis, c'était pour semer du maïs. D'accord ? Donc, on piège à peu près 3 semaines avant la date prévue du semis. Et vous voyez que, alors, ils sont tous en agriculture de conservation des sols, hein, donc tous plus ou moins dans les mêmes situations. Et vous voyez pourquoi chez Philippe Durand, Philippe est en ACS depuis 20 ans, il n'avait jamais eu de problème de limaces. Depuis 2 ans, il commence à avoir des soucis. Et vous voyez, il a eu un pic là, début mai, à 200 limaces au mètre carré. Pourquoi il a eu 200 limaces au mètre carré et que Denis, qui habite pas très loin de chez lui, eh ben, lui, il a une dizaine. Ils ont à peu près le même type de système, c'est dans la Sarthe, à peu près le même type de système, etc. Ça fait partie des choses qu'on ne comprend pas. Pourquoi il y a eu un tel développement et du coup, là, voilà, avant de semer, on gère les limaces. Hein. Parce que ça ne sert à rien. Alors là, il y avait un couvert végétal, donc il y a la gestion de la destruction du couvert, etc. Mais quand on est dans des nombres comme ça, voilà, la chimie ne suffit plus. D'accord ? Donc je terminerai juste pour ça, c'est pour vous montrer qu'on ne peut pas gérer les limaces en fonction de ce que fait le voisin. C'est vraiment à la parcelle. Voilà, je termine là pour qu'on ait un petit temps d'échange quand même.